Bonjour à tous, bienvenue sur Des Romy de Ferny. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du symbolisme, c'est-à-dire de la totalité des structures qui soutiennent le monde intelligible et qui lui donnent une certaine capacité à être interprétée, représentée, et donc débattue, discutée, voire même conceptualisée, imaginée. Bref, la totalité des éléments qui donnent au monde une performance dans le langage. Donc, évidemment, quand je vous parle de symbolisme, instantanément, à peu près n'importe qui se met à penser à l'ésotérisme, aux francs-maçons, au satanisme évidemment, à toutes les grosses, on va dire, traditions symboliques qui ont traversé le temps, l'histoire des idées, l'histoire des hommes, l'histoire des civilisations. Et généralement, on observe que le symbolisme d'une époque fonctionne sur la stratification de réseaux signifiants, donc qui ont une valeur de signification, issus des époques précédentes. Par exemple, les francs-maçons s'inspirent énormément de la structure de l'Égypte, de la structure symbolique égyptienne, avec donc on a les différents animaux, mais aussi un certain judaïsme. Le symbolisme aujourd'hui, quand on regarde un peu les films au cinéma qui réfèrent au Moyen-Âge, pareil, utilise certains codes qui réfèrent en fait à une connaissance. Alors, pour ce qui est du Moyen-Âge, qui souvent s'arrête à la fin du 19e siècle, hein, qui est une connaissance du Moyen-Âge qu'on a héritée dans la fiction des structures académiques ou scientifiques de la fin du 19e siècle, donc de la fin du siècle, de l'avant-dernier siècle. Et on représente le Moyen-Âge à partir d'un système symbolique, finalement, alors dépassé certes, mais qui du coup l'intègre instantanément à une valeur fictionnelle. Quand on voit par exemple des films avec Nicolas Cage sur la sorcellerie, donc je crois que c'est Le Dernier Templier par exemple, je pense à ce film en particulier, tous les codes symboliques de ce film reposent sur une compréhension du phénomène de la sorcellerie qui procède d'une fantasmagorie symbolique appartenant plus à un rêve ou une rêverie satanique, donc qui date du deuxième tiers du XIXe siècle, plutôt qu'à une connaissance véritable qu'on aurait aujourd'hui du phénomène des sorcières, du phénomène de l'Inquisition, etc. On a tout un tas de processus comme ça qui sont donc absolument intéressants à observer à la fois en soi, c'est-à-dire l'Inquisition ou le rapport aux sorcières est intéressant à observer, mais il est aussi absolument passionnant d'observer le rapport à l'imaginaire, c'est-à-dire donc si on prend un film sur la sorcellerie, donc comme celui que je viens d'évoquer de Nicolas Cage, où Nicolas Cage tient un des rôles principaux, et qu'on le compare avec un autre film sur la sorcellerie peut-être moins hollywoodien, ou peut-être au contraire beaucoup plus hollywoodien dans une autre époque, on observe un déplacement des structures symboliques qui nous apprend énormément sur notre compréhension du monde. Donc le symbolisme, donc évidemment le satanisme, les croisades, etc., mais aussi et surtout le symbolisme comme structure fonctionnelle véhiculant du sens. Hein. Donc avec vous, je vais créer une idée, une image symbolique, et puis vous allez voir tout ce qu'on pourrait à quel point on pourrait la gloser, et on va imaginer que la totalité des occurrences de formes symboliques dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la littérature, de la philosophie, procèdent finalement de ce genre de délire un peu, et puis en même temps de cristallisation historique. Hein. Un disciple va réutiliser la forme symbolique ou l'anecdote symbolique de son maître, et puis petit à petit l'exégèse va de plus en plus s'en saisir, et à la fin en fait on n'aura plus qu'un rapport, une analyse de la structure symbolique et pas forcément de l'idée en tant qu'elle a été pensée dans son contexte. Donc je vais prendre un exemple complètement loufoque. On va parler par exemple du mât de Thrace. Donc la Thrace, c'est une région c'est une région balkanique, donc c'est entre les Grecs et les Turcs. Hein, c'est au nord de la Grèce. La Thrace dont sont issus, et c'est ça qui peut devenir du coup absolument porteur de sens, dont sont réputés issus dans la mythologie grecque, à la fois Orphée, hein, le poète très célèbre, donc Orphée qui descend aux enfers pour aller chercher Eurydice. Il y a un opéra qui existe, Orphée aux enfers.
Il y a toute une littérature très très fertile sur Orphée, sur Eurydice aussi. Donc il se retourne avant la fin et du coup il ne devait pas se retourner parce qu'il va chercher sa femme, enfin c'est celle qu'il aime, aux enfers, et il avait pour consigne de ne pas se retourner. S'il se retournait, elle était instantanément transformée. Alors je ne sais plus si c'est en statue de sel ou en bloc de cendre. Dans tous les cas, c'est pas cool. Et évidemment, juste avant la fin, il se retourne et évidemment, elle est transformée et donc elle disparaît. Et Orphée est tellement malheureux qu'il en profite, indépendamment d'avoir fondé la poésie grecque, pour fonder l'homosexualité, du moins dans le champ mythologique. Donc, Orphée est une figure absolument majeure de la littérature grecque, et puis du coup de la littérature occidentale, puisque les structures symboliques modernes s'inspirent des structures symboliques qui la précèdent, donc là en l'occurrence l'Occident panhellénistique, donc c'est-à-dire la Grèce, la métaphysique grecque, et puis la poésie grecque. Donc on a Orphée, et puis alors on a surtout, et c'est surtout, c'est pas un vrai surtout, parce que lui il a un peu voyagé partout, et finalement à peu près toutes les régions revendiquent qu'il vient de chez lui, mais de chez eux. Dionysos, dont je vous le rappelle, qui est le dieu ou la manifestation divine, c'est subtil mais c'est important, de la débauche, de l'hubris, du désir absolument débridé, de la puissance sexuelle, de la puissance aussi onirique, presque pythique, et qui renvoie, donc, notamment dans le corpus nietzschéen, mais dans beaucoup de corpus en fait, qui se complète avec Apollon. Donc on a Dionysos et Apollon, donc le dieu de la mesure et le dieu de la démesure, qui sont tous les deux des dieux de l'art, qui sont tous les deux des dieux de la création ou de la procréation, des dieux de la puissance, de la pureté. Voilà, donc Thrace, qui donc est une région qui peut nous rappeler à la fois Orphée, ou qui peut évoquer en structure symbolique à la fois Orphée et Dionysos, peut devenir une région dont on peut tirer des attributs absolument extrêmement riches, et vous imaginez bien tout ce qu'on pourrait faire avec cette idée, dès lors qu'on sait qu'il y a Dionysos et Orphée dont leur origine est imputée à cet endroit-là, instantanément, ça devient une valeur symbolique énorme. Alors si on parle d'un mât de Thrace, on peut imaginer un peu n'importe quoi. Donc déjà, il faut savoir que c'est une zone très côtière, donc on peut très bien penser à un bateau, mais on peut aussi évidemment penser à une référence phallique. Donc par exemple, quand je prends l'image du mât de Thrace, on peut penser à la démesure dionysiaque, on peut aussi penser à l'homosexualité orphique, et finalement, on peut comme ça délirer et commencer à construire des structures de sens à partir d'une valeur symbolique peut-être un peu neutre à la base, qui vont pouvoir partir très très loin. Sauf qu'on va utiliser une phrase simplement, je ne sais pas moi, je consacre le mât de Thrace à je sais pas, la poésie lyrique ou j'en sais rien, au discours laudatif des dieux, enfin peu importe, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que du coup, ça devient une unité de sens symbolique qui peut recouvrir une quantité importante de signification et de ce que dans ma thèse j'appelle les valences, c'est-à-dire l'usage efficace, performatif, et en même temps, qui reproduit du sens sur le sens. Voilà, donc quand je prends cet exemple-là, c'est rigolo, hein, il y a un côté évidemment un peu provoque, parce que forcément, dès lors qu'en philosophie, on utilise des références complexes, c'est-à-dire du point de vue érotique, enfin qu'on mêle métaphysique et érotisme, il y a une certaine frange académique qui se raidit, sans jeu de mots, et puis il y a une autre partie, au contraire, qui trouve ça super cool. Généralement, elle fait partie de ma génération, ou très légèrement au-dessus, qui trouve ça super cool et qui du coup se met à réfléchir. Donc c'est un peu provoque, volontairement, à l'échelle de ce n'est jamais que la querelle des anciens et des modernes, qui est actualisée à l'infini. Alors quand je parle de structure, quand je parle de symbolisme, donc je parle de ça évidemment, c'est-à-dire de mécanisme, de rouage, de structure, de petite fabrication, de modèles, au pluriel, hein, de modèles qui produisent du sens, mais je parle aussi du langage, tout bêtement. Quand j'utilise des mots, j'utilise l'alphabet, je réfère à une structure à la fois phonétique et morphologique, c'est-à-dire qui est constituée d'étymologie, donc d'une histoire. Hein. On repense en fait à une structure symbolique fondée sur l'histoire ou la stratification du langage, donc ça devient
ça devient absolument pareil, encore une fois, plurivalent, hein, donc la valence, plurivalent. Mais donc c'est le langage, mais c'est aussi finalement les concepts, l'imagination, puisque donc on se met à imaginer, donc c'est de la poésie, la poésie produit du sens, mais le concept aussi produit du sens. Alors le concept est peut-être un peu plus agressif, un peu plus frontal, un peu plus massif, parce qu'il faut connaître l'histoire du concept pour pouvoir saisir le concept dans toute sa puissance. L'image, elle, il faudrait connaître l'image à laquelle on réfère. Quand on parle, par exemple, quand j'évoque Achille, instantanément tout le monde voit, enfin tout le monde, ou tous les gens qui connaissent, qui ont les codes structurels de ce système symbolique-là, comprennent de quoi je parle, et se mettent à penser à la guerre de Troie, à la mort au Talon, au triomphe de Paris, etc. etc. Je peux prendre n'importe quel objet, mais même pas forcément de la mythologie. Quand je prends par exemple, quand j'évoque le mot néo, tout le monde, ou pareil, toute personne détentrice des codes symboliques auxquels je réfère, pense à Matrix, pense à Trinity, pense aux Mérovingiens, pense à Smith, enfin pense à toute la structure symbolique. Alors, ce que je voulais montrer simplement, ce n'est pas une vidéo vraiment qui prend au corps à corps la question de la structure symbolique ou qui prend la question du symbolisme au corps à corps. Ce n'est pas non plus une étude historiographique du symbolisme, parce que moi, je ne fais pas d'histoire, je fais de la réflexion en direct sur les objets épistémologiques. Mais donc, quand je voulais parler du symbolisme, c'était pour montrer qu'en fait, il y en a partout. C'est absolument partout. Il y en a énormément dans les modes politiques. Donc, Hans Blumenberg a fait un livre qui s'appelle Préfiguration, qui étudie les valeurs symboliques. Donc, lui, il est vraiment axé sur la question du mythe. Il étudie les valeurs symboliques du nazisme. Alors, le nazisme, c'est pas bien, c'est très mal, etc. Mais il faut comprendre aussi que c'est une réponse, c'est une réaction. Alors, il y a tout un tas de choses auxquelles c'est une réaction. Il y a les arguments historiques, les arguments politiques, les arguments culturels, c'est-à-dire que l'Allemagne réagissait à quelque chose. Tout le monde connaît l'explication du nazisme par le traité de Versailles à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui a brutalisé vraiment la fierté allemande et qui a justifié que les Allemands soient particulièrement vindicatifs sur une deuxième mi-temps. Bon, il y a tout un tas d'explications. Il y a aussi cette explication que propose Blumenberg qui est, que montre peut-être Blumenberg, qui peut être une interprétation déjà du texte de Blumenberg, consisterait à penser que donc à la fin du 19e siècle, donc à partir de 1880 jusqu'à 1910, il y a vraiment toute une activité allemande philosophique du retrait ou du refus de la transcendance dans le monde, ou en tout cas de la confrontation structurelle à la transcendance, donc que ce soit Freud, Nietzsche, ce sont des intellectuels qui se mettent à... Et puis alors il y a toute la pensée critique de la Bible qui est en train d'émerger de façon vraiment, vraiment solide, qui consiste à penser que finalement la transcendance est une construction de l'esprit qu'il s'agit d'attaquer avec des outils symboliques afin de remonter à la source et de comprendre en fait à quoi est-ce que ces besoins correspondent et à quoi est-ce que ces discours symboliques, à quoi est-ce que ces structures de sens renvoient alors qu'on a l'impression que ce sont des vérités. Ce ne sont pas forcément des vérités, ce sont peut-être des constructions de l'esprit. Que finalement, Kant ne dira pas grand-chose d'autre quand il parle, quand il dit que la conscience, donc l'espace et le temps n'existent pas forcément, et ce sont peut-être, si l'on veut, les caractéristiques physiques de la conscience, c'est-à-dire que ce sont les conditions d'épanouissement de la conscience. C'est une idée, hein, ce sont des idées très intéressantes. Enfin, en tout cas, la psychanalyse d'une part, et puis la philosophie nietzschéenne d'autre part, produisent une attaque vraiment frontale et puis à rang serré contre la transcendance, le nazisme en réinvestissant des vieux mythes, des structures mythiques, dont Nietzsche d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, en avalant, en engloutissant vraiment et en incorporant certaines structures symboliques, permet de produire un reflux, pour prendre les mots de Zarathustra, le flux et puis le reflux vers la transcendance, et puis alors la transcendance s'incarne dans le phénomène politique du nazisme.
Aujourd'hui encore, c'est un de mes chevaux de bataille, à savoir que pour moi la postmodernité, c'est l'intégration des codes du nazisme dans la totalité des modes politiques et culturels, c'est-à-dire que ça commence par le rapport à la force prépondérante. Hein. On a encore samedi dernier, donc le 21 septembre dernier, tout un tas d'exemples du rapport à la force de la part des gouvernants, que ce soit donc le 21 septembre en France, que ça a été à Hong Kong ces derniers temps, un peu partout dans le monde finalement, on a vraiment un durcissement des rapports de force qui montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi net que quand on nous raconte que le camp du bien a gagné contre le méchant camp du mal nazi. C'est-à-dire que finalement, les structures symboliques se ploient un peu contre les argumentaires politiques. Donc, ça, en fait, quand j'évoque le livre de Hans Blumenberg, donc Préfiguration, je montre bien que le mythe, donc la structure symbolique, le système symbolique, le symbolisme en général, est un outil à l'usage de toute volonté de rendre le monde intelligible de telle ou telle façon. Donc, quand on veut faire croire ou adhérer à telle structure signifiante, quand on veut convaincre que la vérité c'est ça et pas ceci, eh bien, on manie du symbolisme. Donc le symbolisme sature la parole intellectuelle, intelligible, puisque le symbolisme est le tout premier réflexe de la conscience qui permet de représenter donc le monde. Voilà.